Tout le monde appelle ceci du musc, et pourtant ça ne contient pas un seul nanogramme de musc. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui on est là pour parler de parfumerie, mon sujet préféré, et plus précisément pour parler de musc. Qu'est-ce que c'est le musc? C'est vraiment l'un des pires fourvoiements en matière de définition que le monde de la parfumerie ait connu. Vous allez voir qu'à la base ça part d'une volonté de simplifier. Le problème c'est que là on en est arrivé par définir une chose par son opposé. C'est comme si on employait le terme Louis Vuitton pour définir des vêtements Primark. Pour bien commencer, il faut que les notions soient bien claires dans la tête de tout le monde. Donc qu'est-ce que c'est le vrai musc et qu'est-ce que c'est le faux musc? Ça, c'est du vrai musc. Le vrai musc, c'est une matière première en parfumerie. C'est un ingrédient qui soit est mélangé avec d'autres ingrédients pour former des parfums connus ou moins connus, soit un ingrédient isolé qui est utilisé tel quel en tant que parfum. Et ça, c'est ce qu'est un musc dans l'imaginaire des gens. Ce que les gens se représentent aujourd'hui comme étant du musc, c'est ça. Un flacon, généralement entre 3 et 5 ml, voire jusqu'à 12, qui contient une huile épaisse de parfum. Si vous êtes sur cette chaîne, naturellement, il y a de grandes chances pour que vous soyez des curieux, que vous vous interrogiez sur la provenance exacte de ce musc. D'où est-ce que ça vient précisément? Le musc, ça vient des glandes hormonales des chevrotins porte-musc. Le chevrotin porte-musc, c'est une espèce qui vit généralement en Asie et qui produit pour ses balais nuptiales, pour ses parades nuptiales, pour attirer des femelles ou des mâles, je ne sais pas exactement à ce niveau-là, je ne vous cache pas, je ne suis pas non plus un biologiste. Pour attirer donc le sexe opposé, il sécrète la zone de son corps qui est chargée de sécréter ces phéromones qui vont avoir pour but d'attirer un partenaire sexuel, c'est précisément cette glande. Donc c'est un produit qui est 100% d'origine animale. Ça, faut bien le comprendre, parce qu'il y a des gens qui pensent que le musc, ça vient des fleurs, ça vient des pierres ou de je ne sais où. Le musc d'origine dont on est en train de parler en ce moment, ça vient d'un animal. Si étonnant que ça puisse paraître, il n'y a pas que le chevrotin qui peut produire du musc, il y a d'autres animaux qui en sont capables, et parmi ceux-là, il y a le castor. Il est aussi invraisemblable que ça puisse paraître. Il y a du musc de castor, c'est d'ailleurs ce que les Indiens appellent du castouri. Il y a également la civette qui est un espèce de chat sauvage. Apparemment, bon ça vient de Wikipédia, donc ça vaut ce que ça vaut, mais il y aurait également des tortues et certains rats qui seraient capables de sécréter du musc. Et wallahu alam, il y a sûrement d'autres animaux qui en sont capables. En tout cas, le musc dont on parle aujourd'hui, c'est lui qui est reconnu chez les Arabes et les musulmans comme étant le musc, donc ce qui produit l'odeur, le parfum musc, c'est le musc razel, c'est le musc qui vient du chevrotin porte-musc. Donc les êtres humains, avec le temps, ont développé un véritable savoir-faire autour de la parfumerie et notamment autour des techniques d'extraction des produits naturels. Leur technique consiste à repérer ces glandes et puis ensuite à les extraire, alors tant qu'ils peuvent. Et quand ils ont vraiment du savoir-faire sans blesser, sans tuer l'animal, il y en a qui n'emploient pas toutes ces précautions, en tout cas malheureusement. Wallahu musta'an. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui cause les problèmes de surexploitation, de danger d'extinction de cette espèce, qui pourrait faire que dans les années, dans les décennies à venir, voire maximum peut-être dans les siècles à venir, on n'ait plus la chance de profiter de musc razel. On n'a plus du tout de musc parce que l'espèce sera éteinte. Donc une fois ces glandes récupérées, on macère le contenu qui est une sorte de sang coagulé, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est ce que généralement les gens rapportent. Et une fois ce contenu macéré, donc au choix dans de l'alcool pour obtenir une isolation pure du musc, ou alors selon certaines recettes indiennes, notamment dans de l'eau de rose, du santal, du oud, du jasmin, etc., on obtient donc le fameux musc razel, aswad, noir, selon les appellations qui lui ont été attribuées par la suite. Et précisément, pourquoi ces appellations elles lui ont été attribuées? Pourquoi maintenant on a été obligé de préciser musc razel, musc aswad, alors qu'à l'origine, quand dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle du musc, il rajoute pas quelque chose derrière, il dit Raihat al-musk. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths il parle de musc, il rajoute rien derrière, il dit juste le musc. Il précise pas musc razel ou musc aswad. Eh bien, nos contemporains ont été obligés de préciser musc aswad, musc noir, parce que déjà, il y a ça qui a été inventé entre temps. Je vous en ai déjà parlé dans mon épisode sur le musc tahara. Ça, c'est ce qu'on appelle le musc blanc. Ça a été appelé comme ça, pour quelle raison? Apparemment parce que son créateur aurait trouvé que ça ressemblait d'une certaine manière au musc, que ça donnait un effet musc. Bon, ça... Chacun sa vision des choses, chacun sa perspective, mais bon, j'ai quand même du mal à voir. Enfin si, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'effet charnel, d'effet djisme, d'effet corporel peut-être. Et donc en raison de la création de ce musc appelé blanc, on a été obligé pour les différencier d'appeler le premier, l'originel, le musc noir. D'où sa couleur. Et dans les faits, c'est pas du tout du musc, c'est juste une appellation, peut-être marketing, breveté, je sais pas. Il n'en demeure malheureusement pas moins vrai qu'au nez des occidentaux et des humains modernes, le musc blanc était bien meilleur que le musc noir. Il a été beaucoup plus commercialisé, beaucoup plus apprécié. Et à tel point qu'aujourd'hui, malheureusement, ça brise le cœur de vivre dans cette réalité, mais quand en parfumerie et dans les descriptions de vos parfums, vous voyez musc, en fait, c'est pour parler du musc blanc. Donc en fait, on est arrivé dans une espèce de réalité alternative parallèle où maintenant c'est l'opposé qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avant, on employait le mot musc pour définir le musc noir, le vrai musc en fait, sauf que maintenant, quand on utilise le mot musc isolé, en tout cas en parfumerie,
C'est pour parler du musc blanc, qui est venu après lui, et qui a eu besoin de la spécification blanc après son nom pour préciser carrément sa particularité. Généralement, l'être humain n'est pas connu pour son bon goût. Sinon, ça se saurait. Maintenant, on va parler pour les musulmans. Les musulmans, aujourd'hui, quand ils parlent de musc, ce qu'ils se représentent dans leur imaginaire, c'est ça. En fait, c'est pas un ingrédient, c'est pas un parfum, c'est un format. Ce format, c'est ça en fait, c'est un petit flacon de 3 ml. Voilà. Tout ce qui est contenu dans une petite bouteille de 3 à 12 ml, c'est considéré comme du musc par les musulmans. À tort, puisqu'on vient de voir qu'est-ce que c'est le vrai musc. Et c'est pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui. Toute cette vidéo est en fait un éclaircissement autour de la déformation, du fourvoiement, du dépouillement du sens originel et authentique du mot musc, et ce qu'on en a fait aujourd'hui, à savoir un format, un mode de consommation du parfum. Donc la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo, c'est comment on en est arrivé à définir par musc ce qui n'en est pas. Première partie de réponse à cette question, le musc a tout simplement été victime de sa noblesse et de sa notoriété. Le musc est extrêmement cher, c'est vraiment un produit de luxe. C'est pas pour rien si au début de la vidéo, en introduction, je vous ai donné l'exemple Louis Vuitton Primark. C'est réel. Le musc, c'est l'équivalent du Louis Vuitton dans la parfumerie, tandis que vos parfums de 3 à 5 ml qui coûtent 2 €, c'est littéralement l'équivalent de Primark dans le monde de la parfumerie. Sans vouloir être offensant, hein, il faut du Primark pour certaines personnes. Primark fait des bonnes choses d'une certaine manière. Et il faut du Louis Vuitton aussi parce qu'il faut du savoir-faire, il faut de la culture, il faut de l'art, il faut de la noblesse. C'est extrêmement important de transmettre cet héritage. Donc revenons à nos moutons, enfin à nos moutons plutôt, à nos chevrotins. Ouais, là, le débat. Je suis marrant, purée. Comment le musc a été victime de sa notoriété et de sa légende? Quand je vous dis que le musc c'est cher, c'est vraiment excessivement cher. À titre d'exemple, c'est quelques bouteilles, c'est 4 bouteilles de 3 ml que je vais commercialiser, que je vais accepter de vendre, parce que vraiment c'est limite à contre-cœur. Hein. D'ailleurs si je les vends pas, je suis tout aussi content de les garder, vous inquiétez pas pour ça. Elles seront en vente, pour vous donner une fourchette de prix, entre 600 et 1000 € le 3 ml. En dessous de 600 €, ce serait une dévaluation pure et simple, ce serait une insulte envers la noblesse de ce produit. Et 1000 €, c'est parce que je sais qu'il y en a qui se permettraient très largement de le vendre 2000 € le 3 ml, voire plus, 3000 € peut-être, mais c'est vraiment parce que je veux pas non plus exagérer. Voilà, je suis pas dans l'optique de garder égoïstement une pièce rare, une pièce unique quand j'en ai une. J'aime aussi, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé ma boutique de parfums, partager les bonnes odeurs, inciter les gens à consommer de la qualité, inciter les gens à revenir au mode de consommation, d'application traditionnel de la parfumerie, ce que se faisait à l'époque, comment consommer, comment fabriquer le parfum à l'époque, nos ancêtres. Et j'ai envie de partager, j'ai envie que d'autres frères et d'autres sœurs se réjouissent de faire une telle acquisition, de faire un tel investissement, parce que c'en est un. Voilà, je suis pas encore fixé, je suis même pas encore fixé si je vais le vendre tout court déjà, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment une pièce tellement unique pour un passionné, un collectionneur comme moi de parfums. S'en séparer, c'est vraiment une décision que je prends pas à la légère, qui doit être mûrement réfléchie. Voilà, comme je bégaye, hein, parce que c'est vraiment... Déjà, je mesure pas la chance, alhamdoulilah, la bénédiction que j'ai plutôt de posséder une telle pièce. Et voilà, enfin bref. Donc comme je le disais, revenons à nos chevrotins. Le musc c'est tellement cher, hein, on va dire en moyenne 800 € le 3 ml, que vous deviniez bien que personne ne peut en acheter, à part des rois peut-être, ou des milliardaires, ou des millionnaires, que sais-je. Personne ne peut en acheter tous les 2, 3, 6 mois des bouteilles de 50 ou 200 ml. Pour démocratiser et faciliter son commerce, c'est encore pour ça d'ailleurs que dans l'introduction je parle de simplification, le musc a été vendu dans des bouteilles de 3 ml. 3, 6 ml, 12 ml, etc. Une bouteille de 3 ml coûte 800 €, une bouteille de 30 ml coûte 8000 €, une bouteille de 50 ml, je vous laisse imaginer, les 100 ml, j'en parle même pas, les 200. Donc le musc, à l'image d'autres matières premières comme le oud, comme le amber, l'ambre gris, et d'autres encore, a été commercialisé de manière détaillée, voire ultra détaillée. Vraiment, genre au millilitre. Le tout pour simplifier donc son commerce, sa détention, sa consommation. Sauf que au fur et à mesure, dans le monde musulman, c'est pour ça d'ailleurs que je disais que c'est chez les musulmans que le musc, c'est ces flacons-là, parce que ce fourvoiement, cette déformation de la définition du musc, ça vient des musulmans eux-mêmes. Comme vous l'avez compris précédemment, le musc, c'est une odeur, c'est un ingrédient qui reçoit énormément d'éloges dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait l'éloge dans sa sunna, dans sa tradition, les sahaba, les salafs, les savants de toute époque apprécient, valorisent en particulier, et comme je l'explique dans la vidéo sur la différence entre les ingrédients naturels et les ingrédients synthétiques dans la parfumerie, dans les alentours du 18e, 19e siècle, la science, la physique fait un bond en avant, et la parfumerie avec elle.
Au fur et à mesure, en voyant que ce mode de consommation, ce mode de vente du parfum fonctionne très très bien, c'est-à-dire le mode ultra détaillé dans des flacons de 3 ml à 12 ml, avec le développement des parfums synthétiques, les commerçants musulmans modernes vont se mettre à commercialiser d'autres produits plus naturels et donc plus si chers que ça dans ces flacons. Généralement, vous comme moi, je pense que quand un parfum commence à coûter autour des 50-100 euros, on n'en achète pas chaque mois. On en achète quand on n'en a plus ou quand vraiment on a un coup de cœur. C'est le même mode de fonctionnement pour les musulmans de l'époque. Les musulmans de l'époque, ils avaient l'habitude de consommer des parfums naturels qui coûtaient excessivement cher, un peu comme des muscs, donc ils faisaient très attention au niveau de leur consommation du parfum. Mais quand sont arrivés les parfums synthétiques, ils ont inondé le marché, on a eu des nouvelles fragrances qui coûtaient maintenant 2, 3 euros, 4 euros le flacon de 3 ml et qu'on pouvait donc consommer à tire-larigot. Malheureusement, comme je le disais, l'être humain a un très mauvais goût et il préfère donc la quantité à bas prix plutôt que la qualité qui coûte cher. Et le musc, en fait, maintenant, il est passé de noble matière, noble ingrédient de parfumerie qui est contenu dans des flacons de 3 ml à flacon de 3 ml. En fait, maintenant, le musc, c'est n'importe quoi que tu mets dans un flacon de 3 ml et que tu t'appliques avec un roll-on ou avec une tige. Voilà ce qu'est le musc dans la tête des gens aujourd'hui, malheureusement. Le musc n'est plus l'ingrédient qui était à l'intérieur du flacon. Le musc, c'est le flacon maintenant. Donc le musc aujourd'hui, c'est devenu un contenant, c'est devenu un flacon et c'est devenu un format, une façon de consommer le parfum. C'est pas quelque chose qu'on achète à Sephora et qu'on s'asperge avec un spray, c'est quelque chose qu'on applique sur sa peau avec un roll-on ou une tige. On croit que tout ce qui est sous forme d'huile de parfum, c'est du musc. Oui, d'ailleurs, je vous donne le nom officiel. Un parfum qui est contenu dans un petit flacon comme ça qui s'applique avec un roll-on ou avec une tige, qui n'est pas aspergeable avec un spray, c'est ce qu'on appelle une huile de parfum concentrée. Voilà, c'est une huile de parfum concentrée. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler, mais pour être des questions de marketing, de simplification, de vulgarisation, et parce que ça sonne mieux dans la tête des gens, les gens se le représentent mieux. Alors ça, c'était la première explication, mais on peut également parler de la fourberie et de l'opportunisme des marchands, qu'ils ont voulu tirer profit de l'aura religieuse et spirituelle qu'il y a autour du musc. Comme je l'expliquais précédemment, l'islam accorde une place éminente, une place très noble au musc, et il y a des marchands qui ont absolument voulu accoler le mot musc dans des choses qui ne lui convenaient pas, qui n'en étaient tout simplement pas. Donc de plus en plus de marchands ont commencé à coller le mot musc pour leur mokhalat. Alors un mokhalat, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mélange de différents ingrédients pour créer un parfum. Voilà, tout simplement. C'est un parfum qui est fait de différents ingrédients. Les mokhalats les plus connus, qui ont même été adoptés et réinventés, réinterprétés par les parfumeurs occidentaux, comme Jean-Michel Duriez, c'est le mokhalat Oud Ward, donc rose avec de l'huile de bois, avec du oud, qu'ils appellent généralement oud rose par exemple. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un lien sémantique, étymologique entre le mot wood et le mot oud, qui se ressemblent pas mal. Il y a un truc à creuser par là pour mes fans d'histoire. Donc, comme je le disais, il y a des parfums qui sont vraiment faits avec du musc, donc du musc mélangé avec de la rose, du jasmin, du vétiver, de l'ambre, que sais-je, et ceux-là sont dignes de porter le nom musc quelque chose. Je sais pas, pour vous donner un exemple, musc ajib, voilà. C'est un parfum que moi je commercialisais, qui veut dire donc le musc étonnant, le musc surprenant. Et c'est un mukhalat, c'est-à-dire un mélange de plusieurs ingrédients. On sait que bon, les Indiens gardent farouchement la recette secrète, hein, ils veulent pas nous la dévoiler, mais on sait qu'ils ont mis dedans des choses comme des aromates, de la sauge clarée, un peu de oud, peut-être thaïlandais, selon les experts qui l'ont senti, et donc une très faible quantité de musc. Alors là encore, est-ce que, éthiquement parlant, ça passe, enfin, c'est moralement acceptable d'appeler un parfum musc alors qu'il contient une quantité infime de musc? Si déjà c'est du musc naturel, bon, normalement c'était du naturel. Voilà. Là, vous avez des bribes, des fragments pour comprendre pourquoi aujourd'hui on en est venu à appeler musc ce qui n'en est pas. Voilà. Dans le monde du parfum, ça fonctionne comme ça de toute façon, c'est des carottes à plein gaz, c'est des arnaques en veux-tu en voilà, c'est un peu ça le monde de la parfumerie aussi, faut pas se mentir, très peu ne se sont jamais fait enfler. Ça déjà c'est bof bof, mais le pire c'est ceux qui mettent du musc synthétique, du musc noir de reproduction fait en laboratoire, et qu'ils osent appeler ça musc quelque chose. Généralement c'est comme ça que le musc aswad a été créé. Le musc aswad, j'ai entendu beaucoup de légendes comme quoi ce n'est pas le musc razel, il y a une différence entre les deux, apparemment. J'ai pas assez de connaissances dans la parfumerie et sur le terrain auprès des fournisseurs, des grossistes pour vous en dire plus à ce niveau-là. Mais apparemment, le musc aswad, c'est un mélange de musc razel avec d'autres épices, notamment qui est très travaillé en Inde. L'Inde, c'est un petit peu la capitale de la production de parfums pour ceux qui ne le savaient pas. Alors déjà, éthiquement parlant, appeler un parfum musc quelque chose s'il contient une quantité minime de musc, bon, pour moi, ça passe à peu près, ça va tant qu'il y a du vrai musc dedans. Mais alors là, mettre du faux musc synthétique de reproduction en laboratoire,
c'est une honte d'appeler ça musc. Parce que ce muscle-là, encore plus s'il est mélangé dans un mukhalat avec d'autres ingrédients, il ne reproduira jamais la complexité, la nuance, la profondeur, la richesse olfactive que contient un vrai musc naturel comme celui-ci. Il se peut que si dans ton parfum, ils avaient mis vraiment du vrai musc Razel authentique, il aurait pu donner un truc de ouf. Mais là, le fait que ce soit du synthétique que tu nous mets dedans, Chouma, voilà, c'est une honte d'appeler ça du musc. Même d'appeler ça musc quelque chose, c'est une honte. Après, je le concède, c'est pas un propos très nuancé que je vous apporte là. Dans les commentaires, je vous invite d'ailleurs, si vous avez des connaissances à ce niveau, d'échanger avec moi, de me dire pourquoi, selon vous, c'est complètement légitime d'appeler un parfum musc ceci ou musc cela. Et juste pour être précis à ce niveau-là et conclure un petit peu cette vidéo, pour ceux qui se demanderaient donc qu'est-ce que c'est les différents parfums où il y a musc dedans, musc blanc, vous l'avez compris, c'est ça. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus, vidéo sur le musc Tahara. Le musc noir, c'est ce que je vous expliquais, mais comme je vous ai dit, il y a du musc noir naturel qui vient du chevretin porte-musc, mais il y a également du musc noir synthétique qui a été reproduit en laboratoire. Pour ça, je vous invite également à voir ma vidéo sur la différence entre les ingrédients naturels et synthétiques dans la parfumerie. Mais ensuite, il faut savoir qu'il y en a d'autres qui vont être appelés musc al-Jannah ou Ruh al-Musk, donc le musc du paradis ou le musc du jardin luxuriant, verdoyant, ou l'âme du musc. Et ça, en vérité, c'est des licences poétiques, comme dirait l'autre. Ça, en vérité, c'est vraiment du marketing autour de la nomination, autour du nom que vous allez donner à votre parfum pour que ça puisse se vendre, pour que ça interpelle, que ça marque l'esprit des gens. Les façons de nommer un parfum, il y en a 3 qui sont généralement admises. C'est soit selon le contenu, c'est-à-dire selon la composition du parfum, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, le mukhalat oud ward, donc le mélange bois rose, bah, il s'appelle juste mukhalat ward oud ou oud ward, hein, c'est tout, mais il s'appelle juste bois rose. Hein. Ensuite, il y a également selon la couleur, hein, c'est une technique marketing comme une autre, selon la couleur que va avoir votre musc, vous lui donnez un nom. Donc musc ahmar, le musc rouge, j'ai déjà vu ça, musc abyad, le musc bleu, voilà, tout simplement parce qu'ils ont mis dedans des produits de synthèse, voire des colorants carrément, qui vont donner donc une apparence à ce musc-là et qui vont effectivement mieux le vendre, parce que ça interpelle, oh c'est quoi ce parfum, ce musc qui est rouge, qui est bleu, je sais pas quoi. Encore une fois, surtout de nos jours, hein, parce qu'à l'époque, je pense que tu leur ramenais un musc rose ou violet ou je sais pas de quelle couleur, ils te regardaient chelou. Va là-bas! Et puis la troisième façon de nommer un parfum, c'est la façon un peu plus poétique, ce qui est très répandu notamment en Occident. Hein, les parfums, ils vont vous les appeler wanted, bleu, souffle de soie et autres dans tes bras. Pour ceux qui ont les refs des 2 derniers sans tricher sur Google, vous êtes des bons. Donc voilà, c'est de la poésie, hein. Ruh al-musk, l'âme du musc, ça veut rien dire, hein. Le musc n'a pas d'âme. Enfin, le parfum en tout cas, déjà pas... Quoique tu me diras, j'ai une dinguerie, hein, étant donné qu'il y a des choses qui témoigneront, qui parleront contre nous, alors qu'à la base ils sont pas capables de parler, est-ce que ça veut dire qu'ils ont une âme? Vas-y, je rentre dans des philosophies bizarres. Bref, parfum, c'est pas que olfactif, hein, c'est pas que l'odorat. S'il faut aussi, ça stimule le toucher, hein, avec des beaux flacons. Alors bon, même si ça, encore une fois, c'est plutôt la vue, mais donc la vue, avec la texture, l'apparence du parfum, le musc Tahara, c'est beaucoup du marketing à travers la vue, le fait de voir une crème comme ça épaisse, et aussi le toucher, le fait de se l'appliquer comme une espèce de pommade. Et puis aussi l'ouïe, donc avec évidemment des noms qui sont très mélodieux, qui sonnent, qui sont impressionnants, qui font vibrer. Après, le seul sens qui est pas stimulé par le parfum, c'est le goût, parce qu'en effet, si tu bouffes ton parfum... Donc t'es un mec bizarre, toi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir été le plus clair possible. Bon, même si je me fais pas d'illusions, je ne pense pas que dans un avenir proche, les gens arrêteront de faire cette erreur, cette confusion. Mais j'ai bon espoir, j'espère vous avoir au moins fait découvrir quelques nouveautés, quelque chose que vous ignoriez. Voire même, dans l'idéal, avoir attisé une curiosité chez vous, pourquoi pas. Donc je précise quand même à la fin, au cas où vous n'auriez pas compris, ces pièces uniques, ce musc d'exception qui est extrêmement rare à obtenir parce que la qualité de cette variété précise est extrêmement onéreuse et rare à trouver tout simplement déjà même, avant même de parler de l'obtenir, de l'acheter, c'est dur à trouver déjà. Elle est en ma possession, je suis en train donc, comme vous l'avez compris, d'imaginer, d'envisager l'éventualité de me séparer de 4 3 ml, donc de 4 flacons comme celle-là. Les prix, comme vous l'avez entendu, ça sera entre les 600 et les 1000 euros. La parfumerie, c'est ma passion et j'ai commencé cette boutique non pas pour faire de l'argent, c'est pas ma source de revenus principale, c'est vraiment pour faire découvrir aux gens des produits d'exception. Si j'avais pas la possibilité d'aller chercher des parfums, des odeurs, des ingrédients incroyables, j'en aurais rien à faire, moi, de vous vendre des parfums à 10, 5 euros le 3 ml. Éventuellement, ça fait plaisir à certaines personnes, peut-être que je l'aurais fait, mais voilà, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment ça, c'est de vous proposer des pièces uniques, des pièces qui sont de l'art, plus que de la consommation. Donc si vous voulez me supporter, si vous voulez me soutenir, ajoutez-moi sur Snap déjà pour commencer, parce que c'est là que je suis le plus actif d'un point de vue échange en privé et d'un point de vue commercial.
Et Instagram également pour avoir mon catalogue. C'est sur ces deux réseaux que je gère essentiellement mes commandes, mes échanges, mes conseils avec vous. Et voilà, il me semble que j'ai dit à peu près tout. Dernière précision avant de vous laisser, je vais faire un nouveau format de vidéo qui sera beaucoup plus interactif, qui sera beaucoup plus basé sur le question-réponse. En tout cas, je vous invite à me poser toutes les questions que vous aurez, peu importe le sujet, peu importe votre curiosité, sur Curious Cat pour ceux qui voudraient poser des questions anonymes, parce que je sais qu'il y en a qui ont des questions qu'ils n'oseraient pas poser. Vous inquiétez pas, hein, évidemment je vais trier, croyez même pas que je vais commencer à répondre à tous les trolls, etc. Je vais prendre que les questions pertinentes et intéressantes. Mais vous pouvez également me poser les questions que vous avez envie de me poser juste en dessous de cette vidéo YouTube dans les commentaires. Et vous pouvez également me les poser en privé sur Twitter, par contre, uniquement Twitter. Pas Instagram, pas Snapchat, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment mes messageries privées en fait, ces réseaux-là, parce qu'on peut faire des audios tout simplement, à l'inverse de Twitter par exemple. Donc je m'en sers vraiment juste pour répondre et interagir et conseiller, etc. Donc je suis pas dans une optique de poser vos questions sur Twitter, Curious Cat, et en dessous de cette vidéo YouTube, barakallahu fikum. Je précise également, en parlant de clients d'ailleurs, que dans le Instagram de ma boutique, par contre, pas le Instagram privé que je vous ai donné dans la description, celui de ma boutique que je vais vous donner juste là, il y a le suivi, bon pas de toutes les commandes, mais de une grande partie des commandes que j'ai fait depuis le début de ma boutique en 2017, que je vous invite à regarder, tout simplement à consulter si vous voulez le catalogue, si vous voulez le suivi, les retours clients, etc. Tout est sur ce Instagram-là. Je voulais donc en profiter justement, c'est pour ça que je parlais de clients, pour remercier du fond du cœur tous les frères et les sœurs qui me font confiance, tous les clients qui sont passés par moi depuis des années, qui continuent à me suivre. Et ça commence à faire un sacré bout de temps, on approche la demi-décennie. Évidemment, j'ai toujours des offres un peu spéciales pour mes clients fidèles, donc qu'est-ce que vous attendez ? Dépêchez-vous d'en faire partie si vous voulez vous aussi avoir des offres un petit peu particulières, un petit peu spéciales. Et pour conclure, comme d'habitude, n'oubliez pas, ne tombez pas dans le piège. Salam alaikum.